Ma sœur a emprunté la voiture flambant neuve de ma fille sans permission pendant que nous étions sortis. Elle l'a écrasée contre un arbre, la détruisant complètement, puis a appelé la police pour dénoncer mon enfant, prétendant qu'elle la lui avait volée. Nos parents ont menti à la police pour protéger ma sœur chérie, affirmant « Cette fille vole toujours des choses à sa tante ». Lorsque j'ai essayé d'expliquer la vérité aux officiers, ma sœur m'a giflé violemment au visage. « Ferme ta gueule de menteuse. » Mon père m'a poussé à terre. « Arrête de défendre cette petite voleuse », a-t-il hurlé. Mon frère m'a tordu le bras dans le dos. « Ta fille a sa place en prison où elle ne pourra plus voler. » Ils ont fait arrêter ma fille, qui a été emmenée menottée sous le regard narquois de ma sœur. Je suis restée silencieuse et j'ai agi. J'ai rassemblé toutes les preuves. 3 jours plus tard, leurs visages sont devenus blêmes. La matinée avait commencé de manière tout à fait ordinaire. Ma fille Violet venait tout juste d'avoir 15 ans 3 semaines auparavant, et mon mari Grant et moi lui avions fait la surprise de lui offrir une voiture électrique personnalisée, conçue spécifiquement pour les jeunes conducteurs. Elle était homologuée pour la route, dotée de toutes les fonctions de sécurité et des limiteurs de vitesse requis par la loi, parfaite pour quelqu'un possédant un permis d'apprenti conducteur. Nous avions économisé pendant 2 ans pour pouvoir nous l'offrir. Violet était responsable au-delà de son âge. Elle avait suivi les cours de conduite, réussi son examen théorique et traitait cette voiture comme son bien le plus précieux. Chaque soir, elle l'essuyait et vérifiait les pneus. Ce véhicule représentait pour elle l'indépendance, un symbole de notre confiance en sa maturité grandissante. Ce samedi matin-là, Grant et moi devions assister à une conférence professionnelle à 3 heures de route. Violet devait rester avec mon jeune frère, mais il a annulé à la dernière minute à cause d'une gastro. Ma sœur Bridget s'est immédiatement portée volontaire, insistant sur le fait que cela lui permettrait de passer du temps de qualité avec sa nièce. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Bridget avait toujours été l'enfant préféré. En grandissant, notre mère, Kathleen, trouvait des excuses pour chaque erreur commise par ma sœur tout en scrutant mes moindres faits et gestes. Notre père, Roger, encourageait cette dynamique, traitant Bridget comme du cristal fragile tout en attendant de moi que je gère tout de manière indépendante. Mon frère, Preston, suivait simplement leur exemple, ne remettant jamais en question ce favoritisme évident. Nous étions à la conférence depuis à peine 2 heures lorsque mon téléphone a explosé de notifications. Le premier appel provenait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un officier de police m'a informé que ma fille avait été arrêtée pour vol qualifié de véhicule. Mon sang s'est glacé. L'officier m'a expliqué que ma sœur avait signalé Violet pour avoir volé son véhicule et l'avoir accidenté. Selon le rapport, ma fille avait pris la voiture sans permission pendant que Bridget dormait, avait conduit imprudemment dans le quartier et l'avait fracassée contre un chêne sur Riverside Drive. J'ai essayé d'expliquer la situation. La voiture appartenait à Violet. Nous avions tous les documents d'achat, les papiers d'immatriculation et les dossiers d'assurance à nos noms. L'officier semblait incertain, mais a déclaré qu'il avait 3 témoins corroborant la version des faits de ma sœur. Ces témoins étaient Bridget, ma mère et mon père. Grant a conduit comme un fou pour retourner dans notre ville natale. Chaque kilomètre en semblait 10. Je n'arrêtais pas d'appeler le téléphone de Violet, mais je tombais directement sur la messagerie vocale. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine me tenir. Comment cela pouvait-il arriver? Nous sommes arrivés chez mes parents pour trouver des voitures de police dans l'allée. J'ai sauté de la voiture avant même que Grant ne soit complètement arrêté et j'ai couru vers la porte d'entrée. Violet était assise sur les marches du porche. Son visage était strié de larmes. Une femme officier se tenait près d'elle. Mon bébé avait l'air si petit et terrifié. Avant que je puisse l'atteindre, Bridget est sortie. Elle avait le bras gauche en écharpe et un bandage sur le front. Elle s'était réellement blessée dans l'accident, ce qui expliquait la mise en scène dramatique. Ma sœur avait toujours eu un penchant pour le théâtral. Ma mère a émergé derrière elle, arborant son expression habituelle de supériorité déçue. Roger suivait, la mâchoire serrée de cette manière obstinée qui signifiait qu'il avait déjà décidé de la vérité. Preston fermait la marche, faisant craquer ses articulations dans ce que je reconnaissais comme une tactique d'intimidation.
L'officier principal, un homme d'âge moyen nommé sergent Morrison, s'est approché de moi avec son carnet. Je me suis immédiatement lancé dans une explication concernant la véritable propriété du véhicule. J'ai mentionné les reçus d'achat, les documents d'immatriculation, la police d'assurance listant Violet comme conductrice autorisée sous notre supervision. Bridget m'a interrompu avec un sanglot qui semblait répéter. Elle a prétendu que j'avais toujours été jalouse de son succès et que j'essayais maintenant de la piéger. Selon son histoire fabriquée de toutes pièces, elle avait acheté la voiture 2 mois plus tôt pour se faire plaisir. Elle avait eu la gentillesse de laisser Violet prendre des photos avec, ce qui avait apparemment fait croire à ma fille qu'elle pouvait simplement la prendre quand elle le voulait. Kathleen s'est avancée pour soutenir cette fiction. Ma mère a juré que Violet avait des problèmes de comportement. Elle a dépeint le portrait d'une enfant troublée qui prenait constamment des choses qui ne lui appartenaient pas. Kathleen a décrit des incidents qui n'avaient tout simplement jamais eu lieu, créant tout un faux historique des supposés vols de ma fille. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour exiger qu'ils arrêtent de mentir. Bridget a bougé plus vite que je ne l'avais anticipé. Sa paume a percuté ma joue dans un claquement sec qui a résonné sur la pelouse. La force du coup a fait basculer ma tête sur le côté. Elle m'a hurlé de fermer ma gueule de menteuse. Sa voix portait cette pointe d'hystérie qu'elle avait toujours su convoquer lorsqu'elle avait besoin de sympathie. Bridget m'a accusée d'être une mère terrible qui ne pouvait pas accepter que sa fille soit une criminelle. Elle a sangloté en disant que j'avais toujours essayé de ruiner sa vie par méchanceté. Roger m'a attrapé par les épaules et m'a poussé en arrière. J'ai trébuché et suis tombé durement sur l'herbe. Il me dominait, le visage rouge d'une colère fabriquée. Mon père a crié que je devais arrêter de défendre une petite voleuse. Il a pointé Violet du doigt et a déclaré qu'elle avait sa place en détention pour mineurs où elle ne pourrait blesser personne d'autre. J'ai essayé de me relever, mais Preston était soudainement là. Mon frère a saisi mon bras et l'a tordu derrière mon dos, appliquant une pression jusqu'à ce que la douleur irradie dans mon épaule. Il a sifflé à mon oreille que Violet méritait la prison pour ne plus pouvoir voler. La prise de Preston s'est resserrée et j'ai halté. Grant nous a finalement rejoints et a repoussé mon frère loin de moi. Il m'a aidé à me relever tout en exigeant de savoir ce qui n'allait pas avec ma famille. Les officiers sont intervenus pour séparer tout le monde, ordonnant le calme. Le sergent Morrison a demandé une preuve de propriété. Je lui ai dit que tous nos documents étaient à la maison, à environ 40 minutes de là. Je pouvais les récupérer immédiatement. Il semblait disposé à attendre, mais Bridget a sorti un acte de vente froissé de son sac à main. Il avait l'air assez officiel au premier coup d'œil, complet avec un tampon du concessionnaire et des signatures. Kathleen a soutenu cette fausse preuve avec d'autres mensonges. Elle a prétendu avoir été présente lorsque Bridget avait acheté le véhicule. Roger a ajouté qu'il avait aidé sa fille à l'immatriculer. Preston a juré avoir vu Bridget conduire la voiture à plusieurs reprises au cours des 2 derniers mois. Ma famille avait coordonné cette tromperie. Ils ont conspiré contre mon enfant pour protéger Bridget des conséquences. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Le pire est arrivé ensuite. Le sergent Morrison a pris la décision de placer Violet en garde à vue en attendant la vérification de la propriété. Il s'est excusé, mais a dit qu'avec 3 déclarations de témoins concordantes et un acte de vente, il avait un motif raisonnable. Ma fille serait détenue au centre pour mineurs jusqu'à ce que tout soit éclairci. Violet s'est mise à pleurer plus fort. Elle m'a regardé avec une telle trahison dans les yeux, comme si j'avais échoué à la protéger. Les officiers l'ont guidée vers la voiture de patrouille pendant que je leur hurlais d'attendre, de me donner juste 1 heure pour obtenir les vrais documents. Ils ne pouvaient pas faire ça à une enfant de 15 ans pour un malentendu. Bridget se tenait là avec le sourire le plus satisfait sur son visage. Elle avait complètement gagné cette manche. Ma sœur avait accidenté la voiture de Violet, conduisant probablement de manière imprudente ou en état d'ébriété, et au lieu de faire face à ses responsabilités, elle avait transformé ma fille en méchante. Grant a passé son bras autour de moi alors qu'il s'éloignait avec Violet sur le siège arrière. Elle avait l'air si minuscule derrière cette grille métallique, les mains menottées devant elle. L'image s'est gravée dans ma mémoire. Mon mari a murmuré que nous allions arranger ça, mais sa voix tremblait de fureur et d'impuissance.
Nous sommes rentrés immédiatement à la maison pour rassembler chaque pièce à conviction, le contrat d'achat original du concessionnaire, le titre de propriété avec nos noms clairement listés, les papiers d'immatriculation, les documents d'assurance montrant Violet comme conductrice couverte, et même les relevés bancaires prouvant que nous avions payé le véhicule. J'ai aussi pris mon ordinateur portable parce que j'avais conservé chaque échange de mails avec le concessionnaire pendant le processus d'achat. Quelque chose m'a fait m'arrêter et penser stratégiquement. Ma famille venait de commettre plusieurs crimes. Dépôt de fausses plaintes, fausses déclarations aux forces de l'ordre, agression contre moi, conspiration pour piéger un mineur. Si je jouais bien le coup, je pourrais m'assurer qu'il fasse face à de réelles conséquences au lieu de simplement blanchir le nom de Violet. J'ai appelé mon amie Jessica, qui travaillait comme parajuriste. Elle m'a mise en contact avec un avocat de la défense pénale nommé Laurence Mitchell. Bien que ce soit un samedi soir, Laurence a accepté de nous rencontrer au poste de police. Il a écouté toute l'histoire et a immédiatement reconnu ce à quoi nous avions affaire. Laurence m'a conseillé de tout documenter. Il a suggéré que je ne présente pas immédiatement toutes les preuves, mais que je laisse le faux récit se dérouler un peu plus longtemps. Si ma famille croyait s'en être tirée, elle pourrait faire d'autres déclarations incriminantes. Il demanderait des copies de tous les rapports de police, des déclarations de témoins et de tout enregistrement de la scène. Le lendemain matin, nous sommes allés payer la caution pour faire sortir Violet de la détention pour mineurs. Ma fille avait passé la nuit dans une cellule, traitée comme une criminelle. Elle a à peine parlé pendant le trajet du retour, se contentant de fixer la fenêtre avec des yeux vides. Cette nuit-là a brisé quelque chose dans sa confiance, et j'ai juré que ma famille le paierait. Laurence a travaillé vite. Il a obtenu des copies de chaque déclaration que Bridget, Kathleen, Roger et Preston avaient faite à la police. Leurs histoires étaient étonnamment détaillées et cohérentes, ce qui a en fait joué contre eux. Trop de coordination suggérait une planification plutôt qu'un souvenir honnête. Pendant que Laurence s'occupait du travail juridique de base, j'ai commencé ma propre enquête. J'ai contacté le concessionnaire où nous avions acheté la voiture de Violet. La directrice des ventes, une femme serviable nommée Teresa, se souvenait clairement de nous. Elle a sorti tout notre historique de transactions et a fourni des copies certifiées de tout. Teresa a été horrifiée quand j'ai expliqué ce qui s'était passé et a proposé de témoigner si nécessaire. J'ai également contacté notre compagnie d'assurance. Ils avaient été informés de l'accident par le service de police et un expert avait déjà photographié les dégâts. L'agent à qui j'ai parlé, Michael, m'a expliqué leurs conclusions. L'accident s'était produit sur Riverside Drive à environ 14h15, selon les rapports des témoins. Le type de dégâts indiquait que le conducteur roulait trop vite et avait perdu le contrôle dans un virage. Michael a mentionné quelque chose d'intéressant. Leur enquête ne montrait aucune preuve de défaillance mécanique. La voiture fonctionnait parfaitement avant l'accident. Cela excluait toute défense concernant un dysfonctionnement de l'équipement. Quelqu'un avait simplement conduit de manière imprudente. J'ai découvert autre chose pendant ma collecte de documents. Notre système de sécurité domestique avait des caméras couvrant l'allée où la voiture de Violet avait été garée. Je les avais oubliées dans le chaos, mais les images étaient automatiquement sauvegardées dans le cloud. J'ai passé en revue les enregistrements et j'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin. Grant et moi avons passé une soirée entière à passer au crible des mois d'images pour établir des habitudes. Nous avons compilé des extraits montrant l'utilisation responsable de sa voiture par Violet au cours des 3 semaines où elle l'avait possédée. Chaque trajet était documenté avec nous la supervisant, sa conduite prudente, vérifiant toujours les rétroviseurs et les clignotants. Le contraste avec le vol imprudent de Bridget serait frappant. J'ai aussi rassemblé des témoins de moralité. L'instructeur de conduite de Violet, M. Harrison, a fourni une lettre la décrivant comme l'une de ses élèves les plus prudentes. Le directeur de son école a écrit sur son excellence académique et son comportement responsable. Même nos voisins ont soumis des déclarations sur le fait qu'elle était une enfant respectueuse et digne de confiance. Jessica, mon amie parajuriste, m'a aidé à créer une chronologie des événements. Nous avons cartographié chaque appel téléphonique, SMS et interaction depuis ce samedi matin jusqu'à l'arrestation de Violet.
La chronologie a révélé des lacunes dans l'histoire de ma famille. Bridget prétendait avoir découvert que la voiture avait disparu à 13h. Mais nos images de sécurité la montraient en train de la prendre à 13h23. Elle avait menti sur le moment même où elle avait remarqué sa disparition. Au cours de cette phase d'enquête, j'ai appris des choses sur ma famille que je n'avais jamais su. Jessica m'a aidé à accéder aux archives publiques. Bridget avait 3 infractions routières antérieures dont je n'avais jamais entendu parler. 2 contraventions pour excès de vitesse et une citation pour conduite imprudente datant d'il y a 18 mois. Mes parents avaient apparemment payé ces amendes et gardé le silence. Roger avait l'habitude de sortir Bridget du pétrin. Les dossiers judiciaires montraient qu'il avait payé des règlements dans 2 affaires civiles distinctes où ma sœur avait endommagé la propriété d'autrui. L'une impliquait un accrochage où elle avait percuté quelqu'un par l'arrière et tenté de quitter les lieux. Une autre concernait le bris d'équipements coûteux dans une salle de sport lors d'une dispute. Le schéma était clair. Ma famille avait passé des décennies à protéger Bridget des conséquences. Il payait pour régler les problèmes, couvrait les erreurs et permettait son comportement irresponsable. Cet incident avec Violet n'était pas un événement isolé. C'était simplement la première fois que quelqu'un ripostait. J'ai retrouvé de vieux SMS entre Kathleen et moi qui prenaient un nouveau sens. Des moments où ma mère m'avait demandé d'être compréhensive envers le comportement de Bridget. Des moments où elle avait suggéré que j'étais trop dure avec ma sœur pour des choses comme emprunter de l'argent et ne jamais le rembourser. La manipulation psychologique, gaslighting, avait été systématique. Grant a découvert quelque chose en passant en revue nos dossiers financiers. Il y a 6 ans, nous avions prêté $5 000 à Bridget pour ce qu'elle prétendait être une urgence médicale. Elle avait promis de nous rembourser dans les 6 mois. Nous n'en avions jamais vu la couleur. Quand j'avais demandé le remboursement, Kathleen m'avait qualifié d'égoïste pour avoir mis la pression sur ma sœur pendant une période difficile. Ces découvertes ont alimenté ma détermination. Ma famille n'avait pas juste attaqué Violet dans un moment de panique. Ils avaient activé un schéma de vie consistant à protéger Bridget aux dépens de n'importe qui d'autre. La différence cette fois, c'était que leur bouc émissaire était une enfant qui ne pouvait pas se défendre sans aide. Laurence a conseillé de documenter mes propres blessures dues à l'agression. Je suis allée voir notre médecin de famille, le Dr Stevens, qui a photographié les ecchymoses sur mon bras dues à la prise de Preston et la rougeur persistante sur mon visage due à la gifle de Bridget. Le rapport du médecin notait des blessures compatibles avec une agression physique et recommandait que je porte plainte. J'ai déposé cette plainte, bien que le sergent Morrison ait semblé mal à l'aise en la traitant. Il ne pouvait pas nier ce qui s'était passé. L'agression avait eu lieu devant plusieurs officiers. Il n'était simplement pas intervenu parce qu'il croyait aux mensonges de ma famille sur Violet et pensait que j'étais hystérique. L'enquête a également révélé l'historique de Bridget sur les réseaux sociaux au-delà de cette publication. Elle avait l'habitude de raconter des histoires dramatiques en ligne où elle se présentait comme une victime. Des publications précédentes parlaient de membres de la famille non nommés qui étaient jaloux de son succès, ingrats pour sa générosité et essayant toujours de la rabaisser. J'ai réalisé qu'elle construisait un récit sur moi depuis des années. J'ai contacté quelques personnes qui avaient commenté favorablement ces publications. Certains étaient des connaissances communes qui nous connaissaient toutes les deux. Quand j'ai expliqué ce qui s'était réellement passé, plusieurs personnes ont admis qu'elles avaient toujours trouvé les histoires de Bridget douteuses, mais lui avaient accordé le bénéfice du doute. Une de ses anciennes collègues, Rachel, m'a même contacté séparément pour partager ses propres expériences avec la malhonnêteté de ma sœur. L'horodatage montrait Bridget arrivant chez nous à 10h47, environ 30 minutes après que Grant et moi soyons partis. Violet l'a laissée entrer, et elles ont passé du temps ensemble à l'intérieur. À 13h23, alors que Violet était clairement visible à une fenêtre de l'étage en train de faire ses devoirs, Bridget est sortie seule de la maison. Elle a regardé autour d'elle furtivement, puis est montée dans la voiture de Violet et est partie. L'angle de la caméra a parfaitement capturé son visage. Il n'y avait aucun doute sur l'identité du conducteur. Bridget est revenue 2 heures plus tard avec la voiture endommagée, le pare-choc avant froissé et le capot bosselé. Elle l'a garée à la hâte et s'est précipitée à l'intérieur. 17 minutes après cela,
les voitures de police sont apparues. Laurence a qualifié cela de cadeau. Nous avions une preuve vidéo démontrant non seulement que Violet ne conduisait pas, mais que Bridget avait pris la voiture sans permission et l'avait ramenée endommagée. Combiné à nos documents de propriété, cela prouvait chaque élément de la tromperie de ma famille. Mais l'avocat a suggéré d'attendre un peu plus longtemps. Il voulait voir si ma famille allait s'enfoncer dans ses mensonges. S'ils faisaient d'autres fausses déclarations ou tentaient d'élaborer leur fabrication, cela renforcerait notre dossier. Laurence a déposé les requêtes nécessaires pour faire rejeter les charges contre Violet tout en montant un dossier contre ma famille. Au cours des 3 jours suivants, mes proches ont appelé à plusieurs reprises. Kathleen a laissé un message vocal disant que je devais accepter la réalité et obtenir une aide professionnelle pour Violet. Roger a envoyé des SMS affirmant que j'étais dans le déni concernant les problèmes de comportement de ma fille. Preston a appelé Grant directement, suggérant que nous envisagions d'envoyer Violet dans un internat pour jeunes en difficulté. Chaque message a été sauvegardé et transmis à Laurence. Il a expliqué que leur insistance continue sur la culpabilité de Violet alors qu'ils connaissaient la vérité démontrait une intention malveillante continue. Ils ne couvraient plus seulement une erreur. Ils essayaient activement de nous manipuler pour nous faire douter de notre propre fille. Le bilan émotionnel était dévastateur. Violet a à peine mangé ses premiers jours. Elle se réveillait en pleurant de cauchemars où elle était de retour dans cette cellule. Grant et moi nous relayions pour rester éveillés avec elle, la rassurant sur le fait que nous la croyions, que nous allions arranger ça, mais les mots sonnaient creux quand notre propre famille avait orchestré une telle trahison. J'ai appelé Bridget directement le 2e jour. Je voulais lui donner une chance de tout avouer avant que tout ne s'effondre pour eux. Elle a répondu joyeusement comme si de rien n'était. Quand je lui ai dit que j'avais des images de sécurité d'elle prenant la voiture, il y a eu un long silence. Puis elle a ri. Elle a réellement ri. Bridget a dit que je bluffais, qu'il n'y avait aucun moyen que j'aie des caméras braquées sur l'allée. Elle m'a dit d'arrêter d'inventer des choses et d'accepter que Violet avait besoin d'aide. La cruauté désinvolte dans sa voix était glaçante. Elle croyait sincèrement s'en être sortie. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Pourquoi prendre la voiture de Violet sans demander ? Pourquoi l'accidenter et ensuite blâmer une enfant au lieu de prendre ses responsabilités ? Sa réponse a tout révélé de son caractère. Elle a dit qu'elle avait besoin de faire une course et ne voulait pas gaspiller de l'essence dans son propre SUV. La voiture était là et elle s'était dit que cela ne dérangerait pas Violet. Quand j'ai fait remarquer que cela dérangeait clairement Violet puisque Bridget n'avait pas demandé la permission, ma sœur est devenue défensive. Elle a prétendu que la famille devrait partager les choses librement. J'avais toujours été égoïste concernant les limites. Selon elle, c'était exactement la raison pour laquelle personne dans la famille ne m'aimait. Je me souciais plus des possessions matérielles que des relations. La manipulation était un cas d'école. Elle avait volé ma fille, détruit sa propriété et orchestré son arrestation, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais le problème parce que j'étais contrariée. J'ai mis fin à l'appel et ajouté l'enregistrement à notre dossier de preuves. Notre État autorisait l'enregistrement des conversations avec le consentement d'une seule partie. Grant a eu sa propre confrontation avec Preston. Mon frère s'est présenté sur le lieu de travail de Grant, pensant apparemment qu'il pouvait intimider mon mari pour qu'il ne me soutienne pas. Preston a essayé les mêmes tactiques qui avaient fonctionné sur moi en grandissant. Voix forte, posture agressive, accusation de déloyauté envers la famille. Grant, qui n'avait pas été conditionné par une vie entière de leurs abus, a simplement appelé la sécurité du bâtiment. Il a dit à Preston de partir et de ne plus jamais nous contacter. Mon frère a été escorté vers la sortie tout en menaçant de poursuites pour diffamation. Il ne semblait pas comprendre que la vérité est une défense absolue contre les accusations de diffamation. Les jeux psychologiques ont continué. Kathleen a envoyé un long email détaillant toutes les façons dont j'avais soi-disant échoué en tant que fille et mère. Elle a évoqué des incidents de l'enfance, les déformant pour me peindre comme jalouse, égoïste et vindicative. L'email me blâmait pour les tensions familiales remontant à des décennies. Apparemment, tout ce qui n'allait pas dans la dynamique familiale était de ma faute parce que je n'étais pas plus accommodante envers Bridget. J'ai montré l'email à ma thérapeute, le docteur Martinez,
que j'avais commencé à voir pour gérer la situation. Elle l'a identifié comme une technique d'Arvo, de nid, attaque, and reverse victim and offended, nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur. Ma famille tentait de réécrire l'histoire pour se faire passer pour les victimes de ma supposée persécution. Le docteur Martinez m'a aidé à comprendre quelque chose de crucial. La volonté de ma famille de détruire Violet ne concernait pas réellement cet incident spécifique. Cela représentait un schéma de vie de dynamique sacrificielle. J'avais toujours été désignée comme celle qui devait se sacrifier au profit de Bridget. Quand j'ai créé ma propre famille, ils s'attendaient à ce que ce schéma s'étende à la génération suivante. Violet était censée absorber le mal pour protéger Bridget, tout comme je l'avais toujours fait. Mais j'avais brisé le cycle. En refusant de laisser Violet être leur bouc émissaire, j'avais violé la règle familiale tacite. Leur réponse vicieuse visait autant à punir cette défiance qu'à couvrir l'erreur de Bridget. Pendant cette période d'attente, j'ai également pris contact avec d'autres personnes que ma famille avait blessées au fil des ans. Les recherches de Grant avaient révélé des noms issus de ces règlements civils. Je les ai contactés, leur expliquant ce qui était arrivé à Violet et leur demandant s'ils seraient prêts à partager leurs expériences. Une femme nommée Patricia m'a parlé de l'incident à la salle de sport. Bridget s'était disputée avec un entraîneur qui lui avait demandé d'essuyer l'équipement après usage. Ma sœur avait répondu en cassant délibérément l'écran d'un tapis de course, puis en prétendant que l'entraîneur la harcelait. Roger avait payé les dégâts et convaincu la salle de ne pas porter plainte en menaçant de prétendre que l'équipement était défectueux. Une autre personne, un homme nommé David, avait été victime de la tentative de délit de fuite de Bridget. Elle l'avait percuté par l'arrière à un feu rouge alors qu'elle envoyait des SMS, puis avait essayé de partir. Il l'avait suivie chez elle et appelé la police. D'une manière ou d'une autre, les charges avaient été réduites à une citation mineure, et Roger lui avait payé $3000 pour ne pas engager de poursuite civile. Ces gens étaient choqués d'apprendre que le schéma s'était poursuivi. Plusieurs ont proposé de fournir des déclarations ou de témoigner si cela pouvait aider à s'assurer que Bridget fasse enfin face aux conséquences. Ils étaient silencieusement en colère depuis des années de l'avoir échappé à ses responsabilités. J'ai compilé tout cela dans un dossier complet. Laurence a été impressionné par la minutie. Il a dit que les procureurs aimaient les affaires présentant des schémas de comportement clairs. Cela transformait un incident d'une erreur isolée en preuve de caractère et de conduite continue. Bridget, enhardie par son succès apparent, a posté sur les réseaux sociaux à propos de l'incident. Elle n'a pas nommé Violet directement, mais a écrit un long post sur le fait d'avoir dû prendre la décision difficile de signaler un membre de la famille à la police. Elle se décrivait comme ayant le cœur brisé, mais sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Les commentaires ont afflué pour la soutenir, les gens louant son courage. Ce post est devenu une preuve. Laurence l'a fait archiver professionnellement, capturant chaque commentaire et réaction. La performance publique de victimisation de ma sœur alors qu'elle mentait sciemment sur une enfant prouvait son intention malveillante. Le 4e jour, Laurence a programmé une réunion au bureau du procureur. Il avait été en contact avec la procureure adjointe chargée des affaires de mineurs, une femme nommée Patricia Caldwell. Patricia avait examiné le dossier de preuves préparé par Laurence et elle a demandé une réunion formelle avec toutes les parties présentes. J'ai reçu un appel du sergent Morrison me demandant de venir au poste avec Violet. Il a mentionné que ma famille avait également été invitée à assister. Son ton était passé de l'autorité ferme de notre première rencontre à quelque chose de plus prudent. Nous sommes arrivés pour trouver Bridget, Kathleen, Roger et Preston déjà assis dans une salle de conférence. Ils avaient l'air confiants, presque suffisants. Ma sœur s'était habillée avec des vêtements professionnels et portait peu de maquillage, jouant clairement le rôle d'une victime adulte responsable, victimisée par des proches délinquants. Patricia Caldwell est entrée avec Laurence et le sergent Morrison. La procureure était une femme au regard perçant dans la cinquantaine, qui s'était bâti la réputation d'être dure mais juste. Elle s'est présentée et a expliqué que de nouvelles preuves avaient été mises au jour concernant l'incident. Bridget a immédiatement essayé de prendre le contrôle de la conversation. Elle s'est lancée à nouveau dans son histoire répétée, ajoutant encore plus de détails dramatiques sur la peur qu'elle avait eue en se réveillant pour découvrir que sa voiture avait disparu.
Elle a décrit la panique de fouiller le quartier, le soulagement de recevoir l'appel de la police et l'horreur de voir les dégâts. Patricia l'a laissé finir complètement. Elle a pris des notes sans l'interrompre. Ma sœur semblait encouragée par cela, interprétant le silence de la procureure comme une croyance. Kathleen a ajouté ses propres embellissements sur la supposée histoire de vol de Violet. Roger a hoché la tête solennellement. C'est alors que Laurence a ouvert sa mallette. Il a produit les documents de propriété en premier, les étalant sur la table. Le titre, l'immatriculation et le contrat d'achat listaient tous clairement Grant et moi comme propriétaires du véhicule. Les papiers du concessionnaire montraient le nom de Violet comme conductrice désignée principale. L'expression confiante de Bridget a vacillé légèrement. Elle a insisté sur le fait que ces documents étaient des faux. Ma sœur a prétendu que nous avions dû créer de faux papiers pour couvrir notre fille. Kathleen l'a soutenue immédiatement, disant que c'était exactement le genre de choses que je ferais. C'est alors que Laurence a lancé la vidéo de surveillance sur son ordinateur portable. Tout le monde dans la pièce a regardé Bridget prendre clairement la voiture alors que Violet était visible à l'intérieur de la maison. L'horodatage et la date étaient incrustés dans la vidéo. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté sur ce que les images montraient. La couleur a quitté le visage de Bridget. Elle a commencé à bégayer que la vidéo devait être montée ou manipulée. Roger a exigé de savoir comment nous pouvions prouver que les images étaient authentiques. Preston s'est levé comme pour partir, mais le sergent Morrison lui a fait signe de s'asseoir. L'expression de Patricia Caldwell s'était changée en pierre. Elle a demandé directement à Bridget si elle prétendait maintenant que la vidéo était falsifiée. Ma sœur a fait marche arrière rapidement, disant qu'elle avait peut-être mal mémorisé certains détails à cause du stress et de la blessure à la tête. Peut-être y avait-il eu une confusion sur la chronologie. Laurence a produit l'acte de vente que Bridget avait montré à la police. Il l'avait fait examiner par un analyste de documents juridiques. Le rapport confirmait que le document avait été créé récemment à l'aide d'un modèle téléchargé sur Internet. Le tampon du concessionnaire était une image numérique collée sur le document, pas un véritable tampon physique. Les signatures ne correspondaient pas aux échantillons d'écriture des employés du concessionnaire dont les noms y figuraient. Bridget avait falsifié des preuves. Ce seul fait faisait passer l'affaire d'un malentendu à un crime grave. Fabriquer et présenter de faux documents aux forces de l'ordre entraînait des pénalités importantes. Kathleen a essayé une approche différente. Elle a adouci son ton et a suggéré que peut-être tout le monde s'était juste embrouillé dans le feu de l'action. Peut-être valait-il mieux que nous nous pardonnions tous et passions à autre chose en tant que famille. Elle a même tendu la main à travers la table comme pour tapoter la mienne. Patricia ne l'a pas entendu de cette oreille. Elle a exposé les charges qu'elle envisageait. Dépôt de fausses plaintes, présentation de documents falsifiés aux forces de l'ordre, fausses déclarations à la police, conspiration en vue de commettre une fraude et agression. Ce n'étaient que les charges criminelles. La procureure a mentionné que la responsabilité civile pour la détention illégale de Violet suivrait probablement. Roger a fanfaronné qu'il n'avait aucune idée que la voiture n'était pas à Bridget. Il a prétendu que ma sœur leur avait dit qu'elle la possédait et qu'il l'avait simplement cru. Preston a hoché la tête vigoureusement, essayant soudainement de se distancier de la conspiration. Laurence a sorti les transcriptions imprimées de leurs déclarations de témoins. Il a surligné les détails spécifiques que chaque membre de la famille avait fournis. Il n'avait pas juste dit qu'il croyait que Bridget possédait la voiture. Ils avaient prétendu avoir été présents lors de l'achat, avoir aidé à l'immatriculation, avoir été témoins du supposé schéma de vol de Violet. Ce n'étaient pas des erreurs innocentes. C'étaient des fabrications délibérées. Le sergent Morrison s'est excusé directement auprès de Violet. Il a reconnu qu'elle avait été détenue à tort sur la base de fausses déclarations. L'officier a expliqué que les charges contre elle étaient complètement effacées et scellées. Il semblait sincèrement bouleversé par son rôle et ce qui s'était passé. Bridget a essayé une dernière tactique de manipulation. Elle a éclaté en sanglots et a prétendu qu'elle avait paniqué après l'accident parce qu'elle conduisait sans permission et ne savait pas quoi faire. Elle a supplié pour de la compréhension, disant qu'elle avait fait une terrible erreur, mais ne voulait pas que les choses aillent si loin.
Patricia a fait remarquer qu'appeler la police et déposer une fausse plainte n'était pas de la panique. Falsifier des documents n'était pas une erreur. Coacher les membres de sa famille pour donner des fausses déclarations coordonnées n'était pas un accident. C'étaient des décisions calculées prises sur une période de plusieurs heures. La procureure a offert un choix. Ma famille pouvait accepter sa responsabilité, accepter de verser des dédommagements et faire face aux conséquences pénales, ou il pouvait continuer à nier et à se battre, auquel cas elle demanderait les peines maximales. Patricia a clairement indiqué que les preuves vidéo et l'analyse des documents rendaient leur culpabilité essentiellement impossible à contester. Kathleen a regardé Roger avec une horreur naissante. La réalité des casiers judiciaires potentiels était en train de s'imposer. Le visage de Preston était devenu gris. Il n'arrêtait pas de marmonner à propos de son travail et de la façon dont une condamnation affecterait son habilitation de sécurité. Bridget était assise, figée. Sa suffisance antérieure s'était complètement évaporée. Elle comprenait enfin que sa tentative d'échapper aux conséquences s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. Au lieu de piéger une enfant pour sa propre erreur, elle s'était impliquée elle-même ainsi que 3 autres adultes dans de multiples crimes. Laurence a exposé ce que nous voulions. Aveu complet de culpabilité de leur part à tous les 4. Remplacement complet du véhicule endommagé de violet par un modèle identique. Paiement de tous les frais juridiques, y compris les services de Laurence et toute procédure civile. Des excuses formelles à violet, enregistrées et attestées. Service communautaire obligatoire. Et surtout, ils plaideraient chacun coupable de dépôt de fausses déclarations et accepteraient les pénalités imposées par le tribunal. Roger a essayé de négocier. Il a suggéré qu'il pourrait peut-être juste payer pour la voiture et que nous pourrions oublier les charges criminelles. Son ton était passé d'agressif à suppliant. J'ai parlé pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Ma voix est sortie froide et stable. J'ai dit à mon père qu'ils avaient mis les menottes à sa petite fille et l'avaient enfermée dans une cellule toute la nuit. Ils m'avaient agressé devant des officiers de police. Ils avaient conspiré pour détruire la réputation et la liberté d'une jeune fille de 15 ans pour protéger Bridget de sa propre imprudence. Il n'y aurait pas de pardon sans conséquence. Patricia m'a soutenue. Elle a expliqué que l'État avait intérêt à poursuivre les fausses déclarations, quels que soient les souhaits de la victime. Les gens qui utilisaient les forces de l'ordre comme une arme pour nuire aux autres devaient rendre des comptes. Cependant, la sévérité des charges et la peine recommandée seraient influencées par la coopération et la restitution. Au cours des 2 heures suivantes, ma famille a lentement accepté son sort. Bridget serait inculpée de multiples crimes, y compris pour le faux document. Kathleen, Roger et Preston feraient face à des charges pour fausses déclarations aux forces de l'ordre et conspiration. Tous seraient tenus de payer des dommages et intérêts et d'effectuer des travaux d'intérêt général dans le cadre de tout accord de plaidoyer. Les procédures pénales ont pris 6 mois pour traverser le système judiciaire. Bridget a finalement plaidé coupable de falsification, de dépôt de fausses plaintes et de conduite imprudente. Elle a reçu 2 ans de mise à l'épreuve, dont 6 mois à purger les week-ends à la prison du comté, 500 heures de travaux d'intérêt général et une suspension de permis de 5 ans. Elle a également été condamnée à payer le coût total de remplacement du véhicule de violet, plus des dommages et intérêts. Kathleen, Roger et Preston ont chacun plaidé coupable de fausses déclarations aux forces de l'ordre. Ils ont reçu une mise à l'épreuve, de lourdes amendes et des travaux d'intérêt général obligatoires. Le juge a été particulièrement sévère concernant des adultes conspirant pour criminaliser une enfant. Notre procès civil pour détention illégale et détresse émotionnelle s'est réglé à l'amiable. L'assurance habitation de ma famille et leurs biens personnels ont couvert le jugement. L'argent a été placé dans un fonds pour les futures dépenses d'éducation de Violet. L'impact sur les relations familiales a été permanent. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis cette réunion au bureau du procureur. Kathleen envoie des cartes pour les fêtes que je jette sans les ouvrir. Roger a essayé de se présenter chez nous une fois, mais Grant l'a renvoyé. La publication de Bridget sur les réseaux sociaux est revenue la hanter. Une fois la vérité révélée, les gens dont elle avait gagné la sympathie se sont sentis manipulés. La nature publique de ses mensonges a entraîné la nature publique de sa disgrâce. Elle a supprimé tous ses comptes,
mais les captures d'écran ont survécu. Violet a mis du temps à se remettre du traumatisme. Nous l'avons immédiatement emmenée en thérapie et elle a travaillé sur la trahison avec une aide professionnelle. Sa thérapeute a dit que le fait que Grant et moi nous soyons battus si fort pour elle et ayons assuré la responsabilisation l'a aidé à traiter l'expérience. Elle a appris que parfois la famille peut vous blesser, mais que cela ne signifie pas que toutes les relations sont dangereuses. La voiture de remplacement est arrivée 8 semaines après le règlement. Violet était hésitante au début, inquiète que quelque chose ne tourne mal à nouveau, mais progressivement elle a reconstruit sa confiance. Nous avons repris les entraînements de conduite ensemble, et elle a réussi son examen complet de permis provisoire du premier coup à ses 16 ans. Avec le recul, ce qui me frappe le plus, c'est la rapidité avec laquelle ma famille a détruit des décennies de relations. Ils ont choisi le confort de Bridget au détriment de l'innocence de Violet sans hésitation. Le favoritisme que j'avais enduré toute ma vie s'est étendu à la génération suivante, et ils étaient prêts à sacrifier mon enfant sur ce même autel. Mais ils ont mal calculé. Ils ont supposé que je reculerais comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. Ils pensaient que je privilégierais la paix familiale à la justice. Au lieu de cela, j'ai choisi ma fille plutôt que leur confort, et ils en ont payé le prix. Les images de sécurité se sont avérées inestimables. Sans elles, l'affaire aurait pu dégénérer en un duel de récits. La technologie a fourni une vérité objective qu'aucun mensonge coordonné ne pouvait surmonter. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir porté plainte contre ma propre famille. La réponse est non. Ils ont commis des crimes contre mon enfant. L'insigne et l'uniforme qu'ils ont manipulés pour menotter une innocente de 15 ans n'ont pas rendu leurs actions moins graves. Au contraire, tenter d'utiliser les forces de l'ordre comme une arme a rendu la trahison pire. Violet a 18 ans maintenant et termine sa dernière année de lycée. Elle s'épanouit académiquement, fait du bénévolat dans un refuge pour animaux et a conservé son amour de la conduite responsable. Parfois, elle parle de vouloir devenir avocate après ce qu'elle a vécu. Elle veut aider d'autres enfants accusés à tort. Grant et moi avons construit de nouvelles traditions avec juste notre famille immédiate. Nous passons les fêtes avec des amis et sa parenté à lui. L'absence de la toxicité de ma famille biologique a considérablement amélioré notre qualité de vie. Violet a grandi en voyant que l'appartenance à une famille n'excuse pas les abus et n'oblige pas à la tolérance. Aux dernières nouvelles par des connaissances communes, Bridget vit toujours avec Kathleen et Roger. Son casier judiciaire rend l'emploi difficile. Preston a déménagé dans un autre État, cherchant apparemment à s'éloigner du scandale. Aucun d'entre eux n'a tenté de présenter de véritables excuses ou de rendre des comptes au-delà de ce que le tribunal a mandaté. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais simplement présenté les preuves immédiatement et blanchi le nom de Violet sans engager de poursuite. Ma famille n'aurait peut-être subi aucune conséquence au-delà de l'embarras. Ils auraient probablement justifié leurs actions, se convainquant qu'ils avaient essayé d'aider d'une manière ou d'une autre. Le schéma aurait continué. Au lieu de cela, ils ont appris que les actions ont du poids. Les mensonges racontés à la police ne sont pas des mots inoffensifs. Les conspirations contre les enfants ne sont pas de la loyauté familiale. Protéger une personne en détruisant une autre n'est pas de l'amour. La procureure m'a dit par la suite qu'elle avait vu de nombreuses affaires où des membres de la famille se couvraient les uns les autres, mais rarement avec une coordination aussi élaborée. Patricia a dit que l'affaire lui rappelait pourquoi elle était devenue procureure, pour protéger les personnes vulnérables de ceux qui abuseraient de leur confiance et de leur autorité. Le sergent Morrison s'est excusé à plusieurs reprises au cours des mois suivants. Il avait suivi le protocole, mais se sentait terriblement mal à propos de son rôle dans la détention de Violet. L'officier prend maintenant la parole lors d'événements communautaires sur l'importance d'une enquête approfondie et de ne pas accepter les récits initiaux au pied de la lettre. L'expérience a appris à Violet une dure leçon sur la nature humaine. Certaines personnes sacrifieront n'importe qui pour éviter les conséquences. Mais cela lui a aussi appris que la justice existe, que la vérité compte et que se battre pour ce qui est juste vaut le coup. Elle a vu ses parents refuser de reculer alors qu'il aurait été plus facile de capituler. Je repense parfois à ce moment sur la pelouse de mes parents. Le sourire narquois de Bridget alors que la police emmenait Violet. La satisfaction dans les yeux de Kathleen.
La colère vertueuse de Roger qui n'était que du théâtre. La volonté de Preston de me blesser physiquement pour maintenir le mensonge. Il pensait avoir gagné. 4 jours plus tard, leurs visages sont devenus blêmes. Les preuves ont balayé leur fiction confortable. Ils se sont retrouvés exposés comme des gens prêts à détruire une enfant pour se protéger eux-mêmes. Aucune marche arrière ni excuse ne pouvait défaire ce que les images de sécurité prouvaient. La justice n'a pas tout guéri. Violet porte encore les cicatrices de cette expérience. Mais voir ces traîtres faire face à de réelles conséquences a aidé. Elle sait que le système peut fonctionner, que la vérité compte et que sa mère remuerait ciel et terre pour la protéger. Ma famille a fait ses choix. Ils ont choisi le mensonge plutôt que la vérité, la cruauté plutôt que la gentillesse, et Bridget plutôt que Violet. Ces décisions leur ont coûté leur liberté, leur réputation, leur sécurité financière et leur relation avec nous. Chaque conséquence à laquelle ils ont fait face a été méritée par leurs propres actions. Je dors bien la nuit en sachant que j'ai bien agi envers ma fille. Cela vaut plus que n'importe quelle relation avec des gens qui la sacrifieraient sans hésitation. La famille est censée se protéger mutuellement, pas utiliser le système judiciaire comme une arme contre les enfants. Ils ont oublié cette leçon et ils en ont payé le prix.